l'or est globalement une forme de monnaie d'une valeur ramenée à autre chose que de la monnaie, qui est globalement stable depuis 5000 ans. Beaucoup de banques centrales, notamment Banque centrale chinoise, je pense qu'il y en a d'autres, ont acheté des grandes quantités d'or ces dernières années. L'or a tendance à se nourrir du désordre parce qu'il est plutôt là pour créer une forme de sérénité. Waouh, quelle vedette! Ça a été le placement le plus rentable en 2025. C'est également le placement vedette qui progresse le plus depuis le début de l'année. Je veux bien entendu parler de l'or, ce métal précieux qui fait rêver depuis la nuit des temps. Puisque, en fait, depuis le début de l'année, en 2026, la progression de l'once d'or, c'est quelques 15%. C'est bien mieux que la bourse et c'est bien mieux que le Bitcoin et d'ailleurs que toutes les grandes classes d'actifs. C'est le bon moment pour lancer une nouvelle émission consacrée aux métaux précieux, l'or, l'argent et pourquoi pas aussi le platinium qui s'appelle le Conseil en or. Donc bienvenue dans cette numéro 1. Pour une émission exceptionnelle, il faut bien sûr aussi un invité exceptionnel et donc j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Faure. Bonjour Jean-François. Bonjour Christian. Tu vas bien ? Super. Donc, on se connaît depuis longtemps. Tu es l'un des grands spécialistes en France de l'or. Et donc, tu es PDG de la plateforme aucoffre.com, achat, conservation et vente d'or physique. La première question est bien sûr celle que tout le monde se pose. L'or progresse, l'or est au plus haut. Quelles sont les 3 raisons qui expliquent cette progression du cours de l'or ? Écoute, c'est relativement facile à retenir. C'est un système mémotechnique, c'est un peu la règle des 3D. Et donc, la règle des 3D, c'est tout d'abord la dédollarisation. Donc, aujourd'hui, on est face à des pays, à des États, voire même à des grandes institutions, qui peuvent être de grandes banques internationales, qui souhaitent se dédollariser. Donc, globalement, prendre une distance par rapport au roi dollar qui peut être soit dangereux intrinsèquement, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas nécessairement le futur du dollar, mais qui peut être aussi un danger pour la structure elle-même ou le pays lui-même, parce qu'en cas d'arbitrage, peut-être que le dollar peut être cet outil, cet objet qui vous pète à la figure. Je rappelle par exemple le cas de la BNP, qui s'était pris une amende gigantissime il y a de cela un peu moins d'une dizaine d'années, parce qu'ils avaient utilisé le dollar dans le cas de règlements internationaux, notamment avec l'Iran, et que les États-Unis avaient interdit. C'est-à-dire que globalement, le dollar, on peut l'utiliser, mais il reste la propriété des États-Unis. Donc on ne peut pas en faire ce que l'on veut. La Russie a d'ailleurs très bien compris ça, puisque quand il a fallu couper le robinet des transactions internationales, que ce soit SWIFT ou d'autres instruments de ce type, eh bien, c'était immédiatement possible. Donc, pour moins dépendre en fait du roi dollar, effectivement, on investit dans l'or, autre valeur refuge. Et c'est vrai que beaucoup de banques centrales, notamment Banque centrale chinoise, je pense qu'il y en a d'autres aussi, ont acheté des grandes quantités d'or ces dernières années. Oui, c'est exactement ça. Et c'est même en plus une lampe de fond. Par exemple, typiquement la Chine, on voit que c'est un mouvement qui a été enclenché au début des années 2010, parce qu'un matin, ils se sont réveillés et ils ont acté qu'ils avaient, en matière de réserve de change, une quantité astronomique de dollars, et pour eux, ça posait problème. C'est-à-dire que les États-Unis étaient quelque part leur premier client, mais c'était aussi quelque part l'État avec lequel ils avaient le plus de liens monétaires, capitalistiques, et quelque part, quand on a un client qui représente une telle taille, c'est un peu comme si vous étiez à la fois un garage Mercedes et aussi une banque, et que vous aviez qu'un seul client. À ce moment-là, vous avez un gros problème si ce client devait faillir. Alors, tu parles de la règle des 3D, donc on a un D, deuxième D, la dette. Exactement. C'est tout à fait ça, c'est la dette. Aujourd'hui, on n'arrête pas de parler, alors bien sûr, de la dette de la France, mais finalement, qui est une goutte d'eau dans la dette mondiale, mais on parle aussi de la dette américaine, qui aujourd'hui est quand même un problème. Ramené d'ailleurs à un individu américain, on n'est pas à 20 000 $ par habitant, comme c'était le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, on est plutôt à 100 000, donc il y a un vrai sujet. Alors, tant que c'est tous les autres qui payent cette dette, tout va bien. À une époque, on disait, le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. En parlant, sur le coup, nous, d'Européens ou de tous ceux qui font du commerce avec les Américains. Mais aujourd'hui, c'est plutôt en train de se renverser. C'est-à-dire que le dollar est la monnaie des Américains, mais ça devient aussi leur problème. Et c'est là où cette problématique de dette
est en train de devenir peut-être un problème systémique. C'est-à-dire que la dette inquiète, le montant, ces monceaux de dettes publiques, effectivement, de tous les côtés de l'Atlantique, on le répète jamais assez, mais le déficit budgétaire américain tourne autour de 7% du PIB. En France, il n'est entre guillemets qu'autour de 5%. Donc, du coup, il y a ce sentiment d'inquiétude qui fait qu'on veut aller vers les valeurs refuges. Et donc, le troisième D, c'est quoi? C'est désordre, c'est ça? C'est exactement ça, c'est tout à fait le désordre. Et là, on a été quand même servi. Alors, je ne vais pas revenir en 2008 ni en 2011. Bon, on sait ce qui a pu se passer. On n'évoquera pas 2016, le Brexit. On pourrait commencer à parler du Covid, qui a quand même été une forme d'ovni qui s'est posé au milieu du jardin, qui n'était pas attendu et qui a un peu déstabilisé tout le monde. En tout état de cause, qui a déstabilisé le après. Et le après, ça a été l'inflation post-Covid. Mais ça a été aussi ensuite l'Ukraine, l'inflation liée à l'Ukraine. Et puis, tous les conflits qui ont pu se présenter, que ce soit le Proche-Orient, que ce soit aussi les relations avec la Chine et toujours les États-Unis, on ne sait pas où ils en sont, Taïwan, pas Taïwan, on ne sait pas. Récemment, évidemment, Trump qui a déstabilisé les marchés avec ses droits de douane, avec son intention d'envahir le Groenland. En fait, à un moment donné, on ne sait plus où on en est, et ça, c'est du désordre. Et l'or a tendance à se nourrir du désordre parce qu'il est plutôt là pour créer une forme de sérénité, parce que c'est ce qu'on se disait juste avant l'émission. L'or est globalement une forme de monnaie d'une valeur ramenée à autre chose que de la monnaie, qui est globalement stable depuis 5000 ans. Alors, on va y venir, mais donc, à t'écouter, j'ai l'impression que cette hausse n'est pas uniquement conjoncturelle. Cette dette, la dédollarisation, ce désordre ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, est-ce que je traduis bien ta pensée? Tu considères que cette hausse est structurelle, voire structurante, et que le poids de l'or dans l'économie est amené à se renforcer au cours des prochaines années? Écoute, je pense qu'il faut observer deux mouvements et idéalement bien les distinguer. Je dirais depuis le début des années 2000, et globalement le moment 1, enfin il y en a eu deux, c'était l'explosion de la bulle des dot-com, qui a fait que les gens se sont dit on ne pouvait pas que avoir du rendement avec 6 slides présentés à 3 investisseurs. Ça a explosé, ça a créé un état de choc qui a changé le mindset, et puis évidemment il y a eu le 11 septembre. Et à partir de ce moment-là, on est parti d'une once d'or qui était à l'époque de $200 à peu près, et qui globalement n'a eu de cesse de monter. Mais on est passé par des phases de consolidation, par des plats qui ont pu durer même des fois relativement longtemps. Mais si cet or, on considère qu'il a une valeur en tant que quasi-monnaie ou comme élément un peu équilibrant dans les transactions ou la sécurité, on pourrait imaginer qu'il y a une forme de tendance de fond plutôt haussière. Parce que si cet or vient en équilibre des monnaies, quand on vous promet que l'idéal, c'est d'avoir, par exemple, ne serait-ce que l'euro, tout simplement, il perd 2% de valeur. 2% d'inflation par an. Hein. Ben, c'est ça. Sur une année, ça ne paraît pas grand-chose, mais cumulé sur 10 ans, ça fait une perte de pouvoir d'achat significative. Ça fait un poids conséquent, et quelque part, ça traduit la valeur de cette même monnaie. Et donc, l'or, lui, va transcrire quelque chose d'inverse par rapport à ça. Donc, on pourrait imaginer que sur le long terme, on est là-dessus. Je vais même prendre un exemple encore plus flagrant. D'ailleurs, cette année, on a fêté les 50 ans finalement, de l'aboutissement des accords de la Jamaïque. Et en 71, ça avait été initié. On avait déconnecté le dollar de l'or. Bon, parce que tout simplement, c'était plus tenable. Mais il s'est passé quoi? À cette époque, on était une once d'or qui était à $35, qui avait été maintenue plus ou moins artificiellement pendant une quarantaine d'années. Est-ce que tu penses... Alors, je me permets de t'interrompre, mais en fait, la question... Là, on a beaucoup parlé du passé, mais si on essaie d'un peu de se projeter, est-ce que tu as une idée de combien pourrait valoir l'once d'or, qui est aujourd'hui autour de $5 000 au cours des prochaines années? On ne va pas se fixer l'objectif au 31 décembre 2026, ça ne fait pas beaucoup de sens, mais à moyen terme, tu vois l'once d'or à combien? Écoute, je suis quand même obligé d'un peu de reprendre du passé, excuse-moi, mais globalement, si tu prends une forme de moyenne du passé depuis une cinquantaine d'années, alors il y a des années pas nécessairement porteuses pour l'or, mais on gagne globalement à peu près 8% tous les ans. Donc, de manière raisonnable, on pourrait s'imaginer, pas nécessairement l'année prochaine, ni peut-être l'année d'après, parce que tout simplement, d'ici là, il va se passer plein de choses qui pourraient faire qu'on soit bien au-dessus ou bien en dessous. Mais ce n'est pas incohérent
de rester dans cette logique d'une forme de 8% par année, mais avec une vision long terme. C'est-à-dire, hors de question de se dire, oui, ça va être en 2026 ou en 2027. Non, mais imaginons, on se projette en 2030, 2040, même 2050. Qu'est-ce que l'or aurait pu faire d'ici là ? Et c'est important de préciser en fait la distinction entre cette tendance de fond de l'or et une tendance court terme qui, elle, par contre, peut être artificielle et boostée par des événements exogènes qui ne sont peut-être pas à prendre en compte dans notre considération de la valeur de l'or. Et là, je prends un exemple tout simplement récent, la hausse que l'on a pu connaître depuis le début de l'année. Est-ce que ce n'est pas une hausse qui a aussi été un peu accélérée ? Alors évidemment, il y a eu à peu près une actu tous les jours, mais au-delà de ça, on n'a jamais eu autant possédé d'ETF. Les ETF, ok, c'est peut-être de l'or, en fait c'est de l'or papier, c'est de l'or répliquant. C'est pas pareil, on est bien d'accord. Il y a un on est problème de d'accord. contrepartie potentielle par rapport à l'or physique. Pour profiter de l'attribut valeur refuge de l'or, il n'y a que l'or physique, ça on est d'accord. Mais oui, mais on parle des ETF, ça reste un levier, sauf qu'aujourd'hui, le cours de l'or mondial, il est à la fois calculé par l'offre et la demande physique. Je prends toujours l'exemple du fameux mineur qui, en bout de course, vend un futur marié indien. Ça, c'est ce qui crée l'équilibre à peu près constant de la valeur de l'or. Mais quand tu achètes et que tu vends sur les marchés boursiers, et ça représente ne serait-ce que sur la place londonienne à peu près 1000 tonnes par jour. Tu prends New York, c'est 1000 tonnes par jour aussi, mais c'est de l'or papier. Et bien à un moment donné, tu as ton cours de l'or qui n'est plus structuré par une offre et une demande naturelle. Ça devient une offre et une demande qui devient un peu extraordinaire, voire même artificielle. Et ça, c'est ce problème qu'il faut mesurer. Alors, merci beaucoup Jean-François Faure. En fait, en conclusion, on peut dire effectivement, il n'est pas trop tard pour investir dans l'or, à condition, bien sûr, de se placer dans une optique de moyen-long terme. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres numéros de conseils en or, la deuxième émission. Et très concrètement, on abordera comment investir dans l'or pour tous ceux et toutes celles qui s'intéressent au sujet. À bientôt, dès le mois prochain. Jean-François, je te dis au revoir et le mois prochain pour le numéro 2 de Conseils en or.